Ouais, et on va pas être très gêné, hein. Non. On n'a pas l'air d'avoir grand monde. À la Renaissance, Anne de Montmorency était l'un des seigneurs les plus puissants et influents du royaume, ami intime des rois François Ier et Henri II. Situé sur une butte offrant un panorama sur la route de France, il fit construire entre 1538 et 1555 le château des Coins en lieu et place de l'ancien château médiéval. Mécène et esthète, passionnée d'art, Anne de Montmorency fait alors appel aux meilleurs artisans français ou étrangers pour décorer le château. On y retrouve de magnifiques vitraux, paysages peints, tapisseries, marbres et fontes, ainsi que des émaux de Léonard Limousin, des poteries de Saint-Porchard et des peintures d'artistes comme Le Rousseau. Ouais, Construite avant 1544, elle se compose d'une nef accolée d'une petite sacristie. Son plafond peint, de structure gothique comme souvent dans l'architecture française religieuse de la Renaissance, déploie tout un décor emblématique autour des armoiries d'Anne de Montmorency et de son épouse Madeleine de Savoie.
Tu vas pas nous faire chaud. Au revoir. Allez, vas-y. Non, tu vas le faire. Les toilettes à écran, hein. Ah, c'est vraiment des toilettes château, hein. T'avais dit j'allais chercher, j'allais lâcher des bottes. Ah mais je me suis mal à mettre par contre. Bon, c'était pas voulu, hein. Oh, purée. Oh, franchement. Les objets exposés reflètent la variété des usages et décors des armes et des armures de la noblesse, utilisées pour les guerres, chasses, joutes et autres tournois. Elles permettent également de mettre en scène pouvoir et prestige, à l'exemple des casques et des boucliers d'apparat, ou encore des étriers de François Ier. Le pistolet, c'est même plus un pistolet, ça c'est... T'as vu comment il est? On fait le sous-sol.
L'antichambre est consacrée à la Renaissance italienne. L'une des pièces majeures est le cabinet Farnèse, dont la forme souligne l'influence de l'architecture antique. Il servait à conserver les médailles, statuettes, objets en pierre dure et dessins. La chambre est dédiée à la première Renaissance française, 1480-1530 environ, durant laquelle les artistes mêlent éléments antiques et gothiques. En bleu. La salle était à l'origine une chambre à coucher. Sa cheminée est ornée d'une scène peinte représentant Abigaël au pied de David et accompagnée de serviteurs chargés de vivres destinés à la troupe du roi d'Israël. Mina, elle vient de dire que ce livre est écrit en latin. Donc, dites-moi si c'est du latin ou si c'est autre chose. Mais bon, moi, je pense que c'est du vieux français. Mais voilà, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc, pour elle, c'est du latin. Mais bon, comme elle confond déjà les lions avec des tigres, donc voilà. Je pense que tu t'amuses un peu trop là. La galerie, lieu de passage et de fête, est un élément essentiel des châteaux français du XVIe siècle. Ici, elle reliait les appartements du connétable et de son épouse à ceux du roi Henri II. Le cabinet du roi constitue la dernière pièce de la suite royale. Elle est réservée aux affaires et conversations confidentielles de celui-ci.
Un soin tout particulier a été apporté au décor de la chambre du roi. On peut observer le seul plafond peint conservé du château, portant l'héraldique d'Henri II. Votre visite se passe bien? Oui. Cette pièce est la première de l'appartement du roi. Les membres de la cour s'y tenaient en attendant d'être reçus par le souverain. Elle servait aussi de salle pour les gardes du roi et pouvait accueillir des repas d'apparat, des cérémonies ou des fêtes. Le vitrail au XVIe siècle était un élément important du décor des grandes demeures seigneuriales et bourgeoises. Les fenêtres du château d'Écouen en étaient garnies. Les indices héraldiques lisibles dans le décor peint indiqueraient que cette pièce, certainement une chambre, était peut-être occupée par Anne de Montmorency lors de la visite du roi.
Ce panorama de céramique produite à Iznik et dans quelques autres ateliers de l'Empire ottoman montre la richesse des ornements orientaux qui ont rencontré un vif succès en Europe. Le développement de cette technique est lié à la volonté d'imiter la porcelaine chinoise. Les œuvres présentées ici reflètent l'évolution de la palette et du répertoire des céramistes ottomans. Progressivement, l'usage des couleurs s'enrichit, bleu, blanc, puis turquoise, violet, noir et rouge. Les motifs se diversifient, végétaux, floraux, animaliers. La figure humaine apparaît à la fin du XVIe siècle. N'empêche, elles se sont cassées. Certes. Le XVIe siècle constitue un âge d'or pour le vitrail français, notamment dans le traitement des couleurs et la taille des verres. En témoignent ces vitraux à sujet religieux qui ont été peints par des artistes tels que Jean Chastelain, Nicolas Borin ou Engrand le Prince. Le portrait posthume de François Ier en prière provenant de la Sainte-Chapelle de Vincennes souligne l'habileté et la finesse d'exécution du peintre verrier, notamment dans le visage vieilli du roi. Et sur le rendu du manteau de l'ordre de Saint-Michel et le traitement de l'architecture en grisaille. Aux côtés des carreaux de faïence et des pots de pharmacie de Maceo à Baquesne, un second grand nom de la céramique française de la Renaissance est ici représenté, Bernard Palissy, célèbre pour sa vaisselle et ses grottes en céramique à décor de rustique. D'autres productions, comme la céramique de Saint-Porcher, célèbre pour sa blancheur et ses formes sophistiquées, ou encore la céramique de Saintonge, connue pour sa glaçure verte ou jaspée, témoignent de la grande diversité de la production céramique française de la Renaissance. Les cassoni sont des coffres offerts en cadeau de noces, généralement par paire. Ils accompagnaient la jeune mariée dans le cortège qui la menait de la maison de son père à celle de son nouvel époux et prenaient place dans la chambre nuptiale dont ils constituaient le principal ameublement. Très richement décorés, ces meubles ne sont pas toujours parvenus intacts jusqu'à nous. Ils ont souvent excité la convoitise des marchands d'art du XIXe siècle qui les ont démantelés pour les vendre sous forme de panneaux.
À la Renaissance, le soin accordé à la réalisation de la vaisselle de table et aux pièces d'apparat rappelle que le banquet était aussi un spectacle, signe du prestige du seigneur. Les plus précieuses, en faïence, verre, émail et orfèvrerie, étaient exposées sur un meuble prévu à cet effet, le dressoir. Au Moyen Âge se développe dans la région du Rhin une production de céramique, le grès, qui connaît un succès important dans le nord de l'Europe de la Renaissance. Cuite à très haute température, cette vaisselle couverte d'une glaçure au sel est imperméable et très solide, parfaite pour la consommation du vin, de la bière ou le transport des denrées. Plusieurs ateliers se succèdent mais présentent le même type de décor apporté, inspiré des gravures en circulation, allégories, héros ou souverains bibliques, antiques ou mythologiques, armoiries ou scènes plus triviales de danse paysanne. Écouen conserve la plus importante collection française de pièces d'orfèvrerie germanique de la Renaissance. Ces objets témoignent de la virtuosité technique des orfèvres de Nuremberg et Augsbourg. Les objets utilisés à table en argent non doré et très peu décorés sont extrêmement rares car ont souvent été fondus ou détruits, ce qui donne à chaque pièce une importance exceptionnelle. Cette salle était autrefois divisée en deux pièces par une cloison transversale. Cette division justifie la présence actuelle de deux cheminées. Ces deux salles étaient occupées par le propriétaire du château, le connétable Anne de Montmorency. Lors des visites royales, le château pouvait accueillir près de 1000 personnes. Chaque cuisine était dotée d'une grande cheminée qui permettait la cuisson simultanée de plusieurs mets. Elle était en lien avec les salles de stockage en sous-sol et les espaces de réception et les logis du premier étage. La maquette au centre de la salle et les fragments du décor du château permettent de mieux comprendre son histoire,
son architecture et son décor à l'époque d'Anne de Montmorency. J'ai eu peur. Dans cette salle, on peut voir plusieurs séries d'objets. Des portraits en cire, une série d'albâtres de Malines à sujet religieux, des coffrets à pastiglia, pâte blanche à base de papier et d'oxyde de plomb, et des petits objets de collection dont des médailles et des statuettes en bronze et en buis. Ceux qui étaient obligés de cacher leurs bijoux. Là, c'est les deux petits. C'est pas grave. Tu veux pas y aller? Cette pièce nous présente des objets essentiellement décorés suivant différentes techniques, fer forgé, eau forte, gravure à l'acide et damasquinure, incrustation de métal précieux. Elles peuvent s'appliquer à différents usages, serrures, targettes, clés, coffrets ou mortiers. Voici l'une des plus importantes collections d'instruments de mesure du temps et de l'espace des XVIe et XVIIe siècles, illustrant les nombreux progrès et innovations scientifiques et techniques à la Renaissance. Les appartements de Catherine de Médicis sont situés au rez-de-chaussée, sous les appartements du roi.
L'accès à cette salle s'effectue par la porte de l'escalier central. Ouais, qui passe devant comme d'habitude. Le portail des esclaves est ainsi nommé à cause des 2 statues qui l'ornent, œuvres de Michel-Ange, dont les originaux sont conservés au Louvre. Cet avant-corps, en forme d'arc de triomphe, copie un prototype antique, le temple de Castor et Pollux, situé sur le Forum de Rome. 4 colonnes corinthiennes cannelées soutiennent une corniche ornée de guirlandes. On peut voir dans l'aile nord un grand portail décoré de 2 lucarnes. Au milieu de celle-ci, des fleurs de lys et des quartiers de lune, ils représentent la royauté. On va essayer de faire un peu les jardins. Alors Nina, cette visite à l'intérieur du château, Trop bien. J'ai bien aimé. hein? Pas trop fatiguée? Non, ça va. Je viens de dormir ce soir, Moi aussi. mais non, j'ai bien aimé. À l'abbaye. Ah ouais, non. Les cheminées. Là, on les voit bien. Et comme d'habitude, il y a des bancs, il y a des chaises. Il faut toujours qu'il y en ait une qui soit assise. Et c'est pas moi, c'est toujours elle.